Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 7 mai 2026 et nos chers amis Richard Wolff et Michael Hudson sont de retour avec nous. Bienvenue à nouveau, Richard et Michael. Content d'être là, oui. Oui, je vais commencer par le blocus. Donald Trump a essayé une nouvelle fois de relancer cet échange, d'abord en annonçant le projet Freedom, et ils ont déclaré que 2 navires américains avaient traversé le détroit d'Ormuz. Plus tard, on a appris que c'était faux. Aucun navire, aucun pétrolier n'a franchi le détroit d'Ormuz. Le seul pétrolier qui a pu passer, c'était un pétrolier iranien qui sortait et se dirigeait, je suppose, vers la Chine. Et l'autre point concerne justement le blocus. On sait que l'administration Trump pensait que ce blocus fonctionnerait parfaitement pour elle. Voici ce que Scott Bassett en disait il y a seulement 2 jours. Et remettons un peu les choses en perspective. Je pense que les Iraniens commencent à croire à leur propre propagande. Et pour être clair, leurs dirigeants sont retranchés dans des bunkers un peu partout dans le pays. Franchement, je ne crois pas qu'ils sachent vraiment ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils sont affaiblis. Leur marine, ce n'est plus une marine, c'est une bande de pirates. Ils essayent de bloquer la liberté de navigation internationale dans le détroit d'Ormuz. Et les États-Unis sont en train de rouvrir cette voie. C'est une opération humanitaire. Je peux vous dire qu'il y a 2 semaines, c'était la semaine du FMI et de la Banque mondiale à Washington, et plusieurs pays sont venus me voir, certains parmi les plus pauvres, les plus vulnérables, pour nous demander d'agir. Parce que ce n'est pas seulement de l'énergie qui transite par là, c'est aussi des engrais, du transport alimentaire et du gaz de pétrole liquéfié pour plus d'1 milliard de personnes en Inde qui s'en servent pour cuisiner. Donc ce que nous disons, c'est que les Iraniens n'ont pas le contrôle du détroit. C'est nous qui avons le contrôle total. Nous avons bloqué les navires qui entrent ou sortent des ports iraniens. Leur économie s'effondre. Et tout le monde dit qu'ils ont une grande tolérance à la douleur. Eh bien, leurs soldats, eux, n'auront pas une grande tolérance au fait de ne pas être payés. Ici, il a parlé de bande de pirates à propos de la marine iranienne. Et voici ce que Donald Trump a dit à ce sujet. Et en plus de tout le reste, on arrive là-dessus et on prend le contrôle du navire. On prend la cargaison, on prend le pétrole. C'est un business très rentable. Qui aurait cru qu'on ferait ça? On est un peu comme des pirates. Oui, un peu comme des pirates. Mais on ne plaisante pas parce que, vous savez, depuis 47 ans, l'Iran bouscule tout le monde. Richard, qu'est-ce qui se passe? Tu vois une stratégie derrière ce blocus? J'ai bien aimé sa remarque sur le problème idéologique des Iraniens qui finissent par croire à leur propre propagande. Mais enfin, cet homme vient de nous dire que, depuis 47 ans, le tyran mondial, c'est l'Iran. Franchement, si on peut croire ça, la semaine prochaine, il nous expliquera peut-être que c'était le Paraguay ou un petit coin d'Allemagne qui dirigeait le monde. Dans quel monde vit-il? Personne de sensé ne dirait qu'au cours des 47 dernières années, l'Iran a été un tyran mondial. Voyons, les États-Unis ont été actifs sur tous les continents, bombardant, mitraillant. Ils ont 700 bases militaires à travers le monde. Ce n'est pas nous, le tyran. C'est eux, les brutes. Et je pense que ça montre bien que Michael, toi et moi, on essaie ici dans ces discussions de comprendre la logique, le sens, la stratégie, où tout ça va. Mais en réalité, on essaie de donner du sens à un enfant de 4 ans qui joue dans un bac à sable. Et cet enfant, dans son bac à sable, il apprend comment les choses bougent. Et c'est un apprentissage important, bien sûr. Mais nous, on travaille à un autre niveau. On a déjà vécu ça, nos expériences de bac à sable, il y a bien longtemps. On n'a plus besoin d'y retourner.
On essaie de comprendre autre chose et on se retrouve à parler à un enfant de 4 ans. Franchement, c'est absurde ce qui se passe. This is silly what's going on here. And you know, if you can't believe Mr. Trump, and most Et vous savez, si on ne peut pas croire M. Trump, et d'ailleurs, la plupart des médias américains maintenant, à chaque fois qu'ils citent M. Trump, ils disent « Aujourd'hui, M. Trump a déclaré ceci » ou, dans le même genre, Scott Besson, dont il rapporte aussi les propos, eh bien, juste après, on trouve souvent un paragraphe ajouté par quelqu'un présenté comme un vérificateur de faits qui explique au lecteur que ce que le président vient de dire n'est pas vrai, que c'est en réalité autre chose. Et puis on continue à lire. Je veux dire, on vit dans un pays où il est devenu normal que les médias expliquent à quel point nos dirigeants mentent. Et ensuite, on est censé écouter tout ce baratin et quoi? Oublier qu'ils mentent. Alors M. Besson a dit « On arrête, on a rouvert ». Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est un peu comme toute la discussion de ces dernières semaines sur les négociations. Il n'y a pas de négociation. Les Iraniens le disent et les Pakistanais confirment ce que disent les Iraniens. Il n'y a pas de négociation. Il y a un intermédiaire. Le Pakistan semble faire passer des messages. Ça arrive souvent dans ce genre de situation. Mais tout le monde sait bien que ce n'est pas une négociation. C'est le genre de démarche qui peut éventuellement mener à une négociation, mais ce n'en est pas une. Franchement, on se croirait revenu en classe de CM1 ou comme des gamins de 4 ans dans un bac à sable à jouer à des jeux absurdes. Et regardez la bourse. Hier et aujourd'hui, le prix du pétrole s'effondre. Enfin, pas complètement, mais il baisse fortement. C'est de la pure spéculation. Un média, je sais lequel, Axios, annonce ce genre de choses. Il le fait, même s'il est critique envers Trump, en espérant que cette fois, ce soit vrai. Alors, il l'écrit comme si c'était raisonnable. Et qu'est-ce qu'on va voir? Encore une oscillation de folie? Est-ce que demain, quelque chose de nouveau va surgir et faire grimper le prix du pétrole de $10 le baril? Franchement, c'est un système insensé. Je suis convaincu que ce n'est pas tenable. Donc si tu me demandes, Nima, oui, je pense qu'ils vont devoir trouver un arrangement parce que la situation actuelle est trop dangereuse. Pour te donner un exemple, l'un des plus grands fournisseurs de produits alimentaires de grande consommation aux États-Unis, c'est un énorme conglomérat né de la fusion entre la société Kraft, K-R-A-F-T, et Heinz, H-E-I-N-Z. Chacune de ces entreprises était déjà immense et elles se sont réunies. Leur PDG a publié un communiqué ce matin et ça vient vraiment confirmer ce que Michael nous disait il y a 1 ou 2 semaines. Il a dit qu'ils baissaient les prix de leurs aliments et de leurs produits. Ils ont sorti un nombre impressionnant de nouveaux produits et ils baissent leurs prix. Quand on lui a demandé pendant l'interview pourquoi il baissait ses prix alors que tout le monde parle d'une inflation à venir, sa réponse a été celle que Michael avait donnée. Pas avec les mêmes mots, mais je veux rendre à Michael le mérite, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Ce que cet homme a dit, je le cite, c'est que les Américains n'ont plus d'argent, qu'ils ne peuvent plus se permettre d'acheter leurs produits, donc ils doivent faire baisser les prix. Autrement dit, dans tout ce chaos, si on regarde le contexte plus large de l'économie américaine, le risque n'est pas tant l'inflation que la déflation. Ou, pour être plus précis, les 2 scénarios sont possibles dans la situation actuelle. Michael? Eh bien, la question que vous avez posée et que Richard a soulevée aussi, c'est « Où en est-on » On n'a pas vraiment l'impression que les choses avancent. Il n'y a aucun accord en vue, rien ne bouge depuis la semaine dernière. Mais les fantasmes, eux, vont à toute vitesse. Qui croit encore M. Trump? Eh bien, les marchés boursiers et obligataires, comme Richard vient de le dire. Et ils ont bien plus d'argent pour soutenir leurs illusions que Richard et moi,
n'en avons pour faire face à leur crédulité et à la réalité. Ils ne semblent pas comprendre que toute cette spéculation frénétique, fondée sur ce que dit Trump, n'a absolument rien à voir avec la réalité. Il affirme qu'on négocie et qu'un accord avec l'Iran est tout proche. Je crois l'Iran quand il dit qu'il n'y a eu aucune négociation parce qu'il ne peut pas y en avoir dans les conditions que les États-Unis ont fixées. Prenons un exemple. Imaginons qu'il y ait une négociation et que les États-Unis tiennent les promesses qu'ils brandissent depuis longtemps. Ils diraient « Nous allons libérer tout l'argent que nous avons saisi au cours des 50 dernières années, depuis 1979, quand nous avons gelé vos comptes. Nous allons assouplir les sanctions que nous avons imposées. Vous pourrez à nouveau vous développer. » Et tout ce qu'ils demandent en échange, c'est de conclure un accord, en disant « Ce qu'on vous demande est très simple. Vous devez promettre de ne pas construire de bombe atomique. » Mais quand ils parlent d'une bombe atomique, il faut savoir qu'il faut déjà 3 ans pour négocier un accord de ce type, comme celui que Obama avait conclu. Deuxièmement, l'accord sous Obama prévoyait que le groupe de l'énergie atomique puisse venir, enquêter sur tous les scientifiques, dire où ils vivent, indiquer aux équipes d'assassinat israéliennes qui tuaient, quelles universités faire exploser, quels professeurs éliminer, afin que l'Iran ne puisse recevoir aucune formation en physique, en énergie atomique ou dans tout autre domaine. Ensuite, tout ce que les États-Unis acceptent, ils peuvent toujours dire « Eh bien, nous ne pouvons pas contrôler ce que fait Israël. Et donc, Israël fera tout le sale boulot, ou bien les mercenaires que les États-Unis choisiront d'utiliser. » Enfin, imaginons qu'il y ait un accord permettant d'une manière ou d'une autre à l'Iran de se réconcilier avec les États-Unis. Pour que tout cela devienne officiel, et pas simplement un accord de principe comme lorsque l'Amérique avait promis en 1991 de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est, il faudrait que le Congrès l'approuve. Et il n'y a probablement aucune chance que ça change, parce que l'Amérique a étendu le concept de libre marché à la politique. Les politiciens, en quelque sorte, pour être élus, se mettent eux-mêmes aux enchères. Qui va nous donner les plus grosses contributions de campagne pour représenter l'Amérique, ses intérêts économiques et politiques? Eh bien, les plus gros donateurs, ce sont l'industrie pétrolière, l'industrie des technologies, les monopoles, les sionistes. Et pour grossir encore un peu la mise, le Congrès, par exemple, va donner des milliards de dollars à Israël, avec l'accord qu'une grande partie de cet argent sera réinjectée dans le lobbying israélien aux États-Unis pour contribuer aux campagnes politiques des élus qui ont passé cet accord avec Israël. Alors, vu qu'il n'y a aucun moyen de faire appliquer ces accords, à quoi bon discuter d'accords prétendument conclus, dont tout le monde sait qu'ils ne peuvent pas être appliqués? Et vous avez évoqué, vous savez, cette idée de se projeter un peu. Qu'est-ce qui va se passer? Pensez aux 2 prochaines semaines. Trump prévoit d'aller en Chine et il ne fera absolument rien parce qu'il veut éviter toute provocation, autre que bloquer les navires iraniens qui transportent du pétrole vers la Chine. Et ça pousserait le président Xi à dire « Eh bien, dans ce cas, il n'y a plus rien à discuter, on annule la visite. » Alors, que vont faire les porte-avions américains, les destroyers et toutes les troupes envoyées au Proche-Orient pendant les 2 prochaines semaines? La presse regorge d'articles affirmant qu'il manque de nourriture, qu'ils se contentent de restes et que les marins semblent proches de la mutinerie. Et une fois ces 2 semaines passées, la chaleur de l'été va s'installer et elle touchera bien plus durement les pays du Golfe Persique, surtout les zones basses, que l'Iran lui-même. L'Iran, avec ses montagnes, bénéficie au moins d'une sorte de climatisation naturelle, bien meilleure que ce qu'on aura dans cette longue et brûlante saison là-bas.
Donc en réalité, il ne va rien se passer. Tout ce dont on parle ici, c'est une sorte de monde imaginaire où les États-Unis continuent de bloquer l'Iran. Et je suis content que vous ayez mentionné la correction du président Trump à la déclaration de Bézan quand il a dit « Oui, bien sûr, nous sommes des pirates ». Eh bien, la piraterie, comme celle que pratiquent les États-Unis en saisissant les pétroliers iraniens, c'est juridiquement un acte de guerre. Donc, évidemment, la guerre continue. Trump essaie de contourner les détails de la loi sur les pouvoirs de guerre, qui limite la durée pendant laquelle un président peut mener une guerre. Mais si vous continuez à commettre des actes de guerre sous forme de piraterie, vous êtes toujours en guerre. Et ça va continuer. À un moment donné, si ce que Trump dit est vrai, et si ces sanctions font vraiment souffrir l'Iran, alors l'Iran finira par répondre à cet acte de guerre, probablement en s'en prenant à d'autres pays, en commençant sans doute par les Émirats arabes unis. Ils ont passé un accord avec l'Arabie saoudite et le Koweït. Les avions américains n'auront pas le droit de décoller ni d'utiliser leur espace aérien pour vous attaquer. C'est ce que l'Iran leur a demandé de faire. Les Émirats arabes unis, eux, ont dit « Bon, vous pouvez utiliser notre territoire ». Et d'une certaine façon, je ne pense pas que les Émirats en aient pour très longtemps. Quoi qu'il en soit, ce qu'on observe pour l'instant, c'est une impasse. Il ne semble pas qu'il y aura de guerre là-bas dans les prochains jours, ni même le week-end prochain. Mais il n'y aura pas non plus de progrès vers une solution. Peu à peu, l'économie américaine, comme l'économie mondiale, va être privée de pétrole. Et la situation va empirer, encore et encore. Et tout cela joue en faveur de l'Iran, pas des États-Unis. Nima, si je peux ajouter 2 ou 3 choses. Vas-y, Richard. Derrière les gros titres, il se passe des choses tout aussi importantes, voire plus importantes. Par exemple, pour reprendre le dernier point de Michael, tout le monde est en train de s'adapter à cette situation. Et quand je dis ça, je parle d'ajustements à court, moyen et long terme. Un de ces ajustements, par exemple, c'est de devenir moins dépendant du transport maritime pour le pétrole et le gaz. Donc, on redirige des oléoducs. On en construit de nouveaux. On en agrandit d'autres. C'est un projet qui demande de prendre dès maintenant la décision d'engager des sommes considérables. Et une fois que c'est fait, il devient irrationnel de revenir en arrière, parce que ça coûterait encore de l'argent, et l'investissement dans le pipeline serait perdu. Ils ne vont pas faire ça. Ils le savent très bien. Ce sont des projets de long terme. Il faut les lancer maintenant, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut. On ne sait pas encore comment tout ça va se résoudre. Combien de temps l'Iran peut-il tenir? Bonne question. Et combien de temps les États-Unis peuvent-ils tenir? Bonne question aussi. Sur le plan politique, militaire, économique. Les tensions sont évidentes des deux côtés, mais le résultat, lui, ne l'est pas. Et je pense que cette incertitude va beaucoup influencer la suite des événements. Il y a un nouveau gazoduc qui part de la Chine et va jusqu'en Europe de l'Est. Je crois qu'il est presque terminé. S'il ne l'est pas encore, il le sera dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et ça va changer complètement la donne. Je veux rappeler qu'au cours des dernières semaines, on a eu les annonces habituelles de cette période de l'année. La croissance du PIB aux États-Unis sur l'année écoulée, 2%. C'est l'annonce officielle du gouvernement américain. Et quel est le taux de croissance en Chine? 5%. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est déjà en soi une énorme différence. La Chine continue de croître 2,5 fois plus vite. Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples pour expliquer pourquoi cela influence le résultat. Mais par souci de temps, je vais n'en donner qu'un seul. La Chine est aujourd'hui, comme nous l'avons dit et comme tout le monde le reconnaît, le centre manufacturier du monde. Et sa capacité de production ne cesse d'augmenter.
Elle peut fabriquer des drones et des missiles sans limite. Elle est dans la meilleure position pour produire ce genre d'équipement. Et ensuite, elle peut les faire passer par une très longue frontière que personne d'autre ne contrôle, vers la Russie. Et la Russie, en utilisant la mer Caspienne, peut transférer ce qu'elle reçoit de la Chine à l'Iran. Donc, empêcher l'Iran d'avoir accès aux drones et aux missiles, ça n'arrivera pas. C'est pas un vrai problème. C'est gênant, oui, ça coûte un peu d'argent, c'est embêtant. Mais c'est tout à fait faisable dans des dizaines de situations différentes. Et inversement, ça peut aussi aller dans l'autre sens. Ce que l'Iran ne peut pas faire sortir par pétrolier depuis le Golfe Persique, Oman et le reste, il peut le faire passer par la mer Caspienne, la Russie et la Chine, et donc vers le reste du monde. C'est lourd, ça leur coûte un peu, mais c'est parfaitement faisable. Qui les États-Unis pensent-ils tromper avec ça? La Chine, la Russie et l'Iran ont formé une alliance. Ils ont fait ça au cours des 47 dernières années. Ils n'ont pas cherché à intimider le monde. Ça, c'était le rôle des États-Unis. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est se préparer à faire face à cette intimidation. Ça leur a pris 50 ans, ce qui est en soi une critique. Mais aujourd'hui, ils y sont arrivés. Et alors là, ils ne sont pas prêts d'y renoncer. Ce que Xi Jinping et M. Poutine ont bien compris aussi, c'est qu'ils ont été impressionnés par ce phénomène. Un pays relativement petit, relativement pauvre, a réussi à surpasser les États-Unis. Et les États-Unis ne peuvent rien y faire. C'est cette impuissance, je pense, qui alimente les absurdités qu'on entend sortir de la bouche de Trump et de Biden. Vous avez là des gens qui n'ont aucun avenir et qui compensent par des mots ce qu'ils sont incapables de faire en actes. Dernier point. Je sais qu'il faut parler de cette histoire d'uranium enrichi, mais pardonnez-moi de dire qu'il y a quelque chose d'absolument indécent dans le fait que le seul pays au monde à avoir largué une bombe nucléaire sur d'autres, les États-Unis à Hiroshima et Nagasaki au Japon, je suppose que tout le monde le sait, se permettent d'expliquer aux autres qu'il est dangereux pour eux de développer des armes nucléaires. L'arrogance ici est tellement démesurée qu'il faut le rappeler régulièrement, juste pour ne pas perdre de vue cette réalité. Je voudrais revenir sur le commentaire de Richard à propos du fait qu'il va y avoir des alternatives à Xi Jinping. Michael, j'aimerais beaucoup entendre ton point de vue sur ce que Richard a dit à propos des oléoducs. Mais il y a un autre sujet au Moyen-Orient que je trouve vraiment crucial en ce moment et qui faisait partie de ce projet Freedom. On a appris que les Émirats arabes unis ont été frappés par des drones ou des missiles. Cette attaque a réduit leur capacité d'exportation de pétrole, passant de 5 millions de barils par jour, via les ports de Fujairah et de Khor Fakkan, à 500 000 barils par jour. Et ça, c'est arrivé tout récemment, hier en fait. Donc je pense que ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz représente la nouvelle réalité de la région. Tous ces pays qui utilisent aujourd'hui le détroit d'Ormuz ont désormais une base commune pour construire une nouvelle architecture de sécurité régionale. Et quiconque utilise le détroit suite d'Ormuz fait partie de cette architecture de sécurité. Toi, comment tu vois ça? L'élément central de cette architecture, c'est la question suivante. Comment empêcher que la région soit prise en main par les États-Unis et qu'ils fassent au reste du Moyen-Orient ce qu'ils ont fait à l'Irak, à la Syrie, à la Libye et à d'autres pays? Le problème, comme on l'a déjà évoqué dans les 2 dernières émissions, ce n'est pas seulement la question des exportations de pétrole, principalement vers l'Occident, vers l'Europe et les États-Unis. Ce n'est pas non plus simplement le fait que le fonds souverain saoudien, qui approche les 1 000 milliards de dollars, et celui des Émirats
soient investis aux États-Unis. Le vrai enjeu, c'est que ces pays cherchent à aligner l'ensemble de leurs économies en dehors du pétrole sur celle des États-Unis. Et c'est particulièrement vrai pour les Émirats. D'ailleurs, le Financial Times d'aujourd'hui publiait une très bonne analyse, comme je l'ai mentionné, avec un ancien diplomate pétrolier émirati de l'OPEP. Il expliquait que désormais, seulement un tiers de leurs exportations concerne le pétrole. Ils se sont éloignés du pétrole et leur objectif, c'est de devenir un centre économique à part entière. Vous voulez dire les exportations des Émirats arabes unis? Oui, c'est ça. Sur la page éditoriale, oui. Allez-y. D'accord. Donc c'est un engagement à lier leur économie au tourisme et aussi au blanchiment d'argent. L'Université de New York a une antenne à Abu Dhabi. Ils connectent tous leurs liens économiques aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il est presque impossible d'imaginer une architecture de sécurité pour le Moyen-Orient, alors que l'orientation économique et financière, tout comme l'orientation militaire, avec les bases américaines sur place et les ventes d'armes, est entièrement tournée vers l'Ouest, au lieu de l'être vers les zones qui connaissent la croissance la plus rapide, c'est-à-dire les marchés naturels du pétrole, surtout en Asie, et vers le Sud global, avec lequel non seulement les États-Unis sont en guerre, mais aussi les Émirats. Ils se retrouvent sur des positions opposées à celles de l'Arabie saoudite, dans la guerre au Soudan par exemple. Et les tensions entre l'Arabie saoudite et les Émirats n'ont cessé d'augmenter. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, les Émirats ont déclaré que l'Iran venait de les bombarder et de les attaquer. En réalité, c'était faux. Ils savaient très bien qui les avait attaqués. C'était l'Arabie saoudite. C'était une réaction à la décision des Émirats non seulement de se retirer de l'OPEP, mais aussi de s'y opposer, et de s'opposer à tentative de l'Arabie saoudite, du Koweït et d'autres pays de trouver un compromis et dire très bien il faut réorienter tout notre commerce et nos investissements, non plus vers les États-Unis et l'Europe, mais vers l'Asie et le Sud global. Parce que si nous continuons à dépendre des États-Unis, ils auront le pouvoir d'exiger que nous servions leur politique étrangère, et nous serons obligés d'acheter leurs armes. Or, les armes que nous avons achetées aux États-Unis, nous, les Saoudiens, les Koweïtiens et les Émiratis aussi, se sont révélées totalement inefficaces. Elles n'ont pas fonctionné face à l'attaque iranienne. Et au lieu que les États-Unis protègent ces pays, il n'y a eu aucune protection contre les attaques iraniennes menées quand ils le voulaient. Alors, j'imagine très bien l'Arabie saoudite s'adresser publiquement aux États-Unis en disant « Eh bien, vous savez, les armes que vous nous avez envoyées n'ont pas marché. » Nous devons nous protéger pour avoir la paix dans la région. Nous voulons, est-ce que vous pourriez nous rembourser l'argent qu'on a dépensé pour les missiles, les avions et les bombardiers qu'on a achetés? On vous les rend tous. Qu'ils fassent une annonce publique au monde entier. Ça ne marche pas. Nous voulons désinvestir et réorienter notre commerce. Ça fait partie du plan, toute cette réorientation. Et les Émirats sont vraiment contre tout ça. Et ce n'est pas un hasard s'ils ont tous été créés il y a quelques décennies par les Britanniques qui ont choisi les émirs et les chefs de clan qui dirigeaient toute cette région. Eh bien, l'Iran et même l'Arabie saoudite, ainsi que d'autres pays, peuvent dire « Nous voulons guérir le Proche-Orient des dégâts causés par l'Occident quand il l'a découpé après la Première Guerre mondiale et surtout après la Seconde. Nous voulons effacer les effets du colonialisme européen. Et cela veut dire remettre en cause les frontières nationales ainsi que les dictateurs et les oligarchies clientes que les États-Unis ont installées. Ils doivent élever la réorganisation de la sécurité au Moyen-Orient à ce niveau global.
celui de la lutte contre le colonialisme européen et contre la puissance militaire américaine. Un colonialisme destiné à contrôler le commerce du pétrole en contrôlant tous les gouvernements de la région, principalement en s'appuyant sur ses armées clientes en Israël et sur Al-Qaïda en Syrie, avec toutes les destructions, les décapitations et les assassinats qui en découlent. Ils veulent effacer toute cette histoire terrible. Wow. Richard, comment est-ce que tu vois la question de l'architecture de sécurité au Moyen-Orient? Je pense que le détroit d'Ormuz pourrait en être la base. Michael vient de nous donner son point de vue. Quelle est ta lecture de tout ça? Je vois les choses sous un autre angle. Je ne sais pas si ça va vraiment aider, mais au moins ça enrichira la discussion, je pense. Comme vous le savez, je crois que nous sommes dans la phase de déclin de l'Empire américain. Et je pense que cette guerre avec l'Iran marque un tournant très important, un moment historique. Et je remarque qu'un grand nombre de commentateurs, un peu partout dans le monde, disent des choses similaires, ou du moins parallèles, y compris certaines personnes que vous avez reçues dans votre émission, et d'autres encore. Alors, laissez-moi présenter sous cet angle-là. So let me put it from that perspective. I think the United States. Je pense que les États-Unis, avec beaucoup de difficultés, sont sur le point de reconnaître, une reconnaissance longtemps retardée, longtemps refusée, que nous sommes dans une phase de déclin impérial et que l'euphorie qui a suivi 1991, après l'effondrement et la désintégration de l'Union soviétique, ainsi que la fin des alliés d'Europe de l'Est de cette Union soviétique, a nourri l'idée que les États-Unis allaient vivre ce qu'on a appelé un moment unipolaire. J'emprunte ici l'expression à John Mearsheimer. Et en Amérique, on croyait, la famille Bush et ceux qui les entouraient, que ce moment durerait pour toujours. C'était la même erreur qu'ils ont commise après la Seconde Guerre mondiale. Ils pensaient que la domination des États-Unis sur l'Allemagne, le Japon, la Chine ou la Russie resterait éternelle, que l'Amérique, en pleine prospérité, avait su utiliser la guerre pour sortir de la dépression, alors que le reste du monde s'était détruit lui-même en 2 guerres mondiales sur une période de 25 ans. Aujourd'hui, je pense qu'avec cette guerre, il est possible qu'ils reconnaissent que nous sommes en déclin. Et pourquoi est-ce important? Parce que la manière la plus probable d'exprimer cette idée, ce sera à travers le concept de surexpansion impériale. C'est un grand classique de la littérature sur les empires, qu'ils soient grecs, romains, perses ou ottomans. Ils finissent toujours par s'effondrer quand ils essayent d'en faire plus que ce que leur immense empire peut supporter ou se permettre. Les États-Unis vont avoir un grand débat. Ils vont dire « Nous avons essayé d'être les policiers du monde. On ne peut plus faire ça. Il faut se replier. » Et la question sera alors « Où est-ce qu'on se retire d'abord ?» Et voilà ma suggestion. Ce ne sera pas l'Amérique latine. Ils vont essayer de garder la main là-bas aussi longtemps qu'ils le pourront. C'est la doctrine Monroe. C'est ce à quoi ils s'accrochent. Et c'est la seule explication que je trouve à cette pratique absolument aberrante depuis 6 mois, récemment renouvelée, qui consiste à tuer de petits groupes d'hommes dans des bateaux dérivant dans les Caraïbes ou dans le Pacifique. Pas de juge, pas de procès, pas de jury, juste les tuer. Des exécutions sommaires, extrajudiciaires, menées ouvertement par le gouvernement américain. Voilà, c'est un message adressé à l'Amérique latine. Voilà ce qu'un puissant pile. Et ils ne peuvent pas se retirer d'Asie, parce que c'est la Chine. La Chine, c'est son arrière-cour. L'Asie, c'est un peu l'Amérique latine de la Chine, dans cette logique-là. Et l'Europe, eh bien, c'est encore autre chose. Alors, où est-ce qu'on va? Quoi? En Afrique? Pas encore. Ça comptera, mais pas tout de suite.
Donc la zone de retrait, ironiquement, c'est l'Asie de l'Ouest, le Moyen-Orient. L'ironie, c'est que les États-Unis vont finir par découvrir que, vu le désastre qu'ils ont créé en dominant cette région depuis un siècle, la meilleure chose à faire maintenant, la meilleure, c'est de se retirer avec élégance et de soutenir une nouvelle, entre guillemets, architecture de sécurité pour cette région. Une architecture qu'ils présenteront comme autre chose qu'un retrait, alors que c'est exactement ce que ce sera. Les États-Unis, ce n'est pas l'ONU, bien sûr. Et même si je pense que tu as raison, les États-Unis se tournent clairement vers l'Amérique latine, parce que c'est là qu'ils ont connu leur grand succès au Venezuela, en prenant tout simplement le contrôle de tout le pétrole vénézuélien. Les recettes de ces exportations sont maintenant déposées dans une banque en Floride pour être gérées localement par le président Trump lui-même et ses proches nommés. Aucun de cet argent n'ira au Venezuela. Il peut désormais vendre les ressources pétrolières et les accords d'investissement du pays aux compagnies pétrolières qui financent le plus sa campagne. Mais pendant que les États-Unis font ça, Richard, ils vont quand même essayer de semer le désordre en Asie. Bloquer, en gros, se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour nuire à la Chine et qu'est-ce qu'on peut faire pour affaiblir le reste de l'Asie et la Russie, afin qu'ils ne puissent pas aider la Chine. Eh bien, aujourd'hui, la politique étrangère américaine en Asie se concentre sur un objectif principal: empêcher l'initiative des nouvelles routes de la soie de la Chine. Vous avez tout à fait raison. Quand vous dites qu'ils s'éloignent du transport maritime, c'est vrai, ils se tournent vers les oléoducs et les chemins de fer. On assiste au rejet de l'idée de Mackinder, selon laquelle le contrôle du continent asiatique passe par les ports, par la mer. La Chine a dit non, nous allons l'intégrer de l'intérieur grâce aux pipelines et aux voies ferrées. Les États-Unis essayent de contrer cela par les ingérences qu'ils mènent en Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan, avec l'Arménie, se trouve entre la Russie et l'Iran. Il y a d'ailleurs eu tout un conflit à ce sujet au début du XIXe siècle, quand la Russie voulait construire une ligne de chemin de fer reliant son territoire à l'Iran. Toutefois partiste-t-il du bilan. Tout cela, c'est ce que les États-Unis essayent de faire en travaillant, en cherchant à créer un ensemble alternatif de pays capables d'interrompre la continuité d'un oléoduc, la continuité d'une voie ferrée, tout ce réseau-là. L'objectif, c'est de s'assurer que le commerce entre la Chine, l'Europe de l'Ouest et la côte ouest de l'Afrique reste sous la capacité des États-Unis à saboter, à détruire ou à lui faire ce que les États-Unis et l'Europe font actuellement à la Russie à travers l'Ukraine, attaquer les actifs russes, le pétrole, les raffineries, jour après jour. Donc, les États-Unis vont continuer à se placer dans une position leur permettant de semer autant de désordre que possible. Et ils ne vont pas partir calmement, ni raisonnablement, parce que ni vous ni moi ne seront jamais élus pour diriger leur politique. Et même si nous étions présidents, nous ne pourrions pas convaincre le Congrès avec toutes ses loyautés politiques et sa corruption. Oui, je suis d'accord. Ce que je voulais dire, c'est qu'on vit un moment de bascule et que certaines choses qui n'auraient pas été possibles à cause de l'opposition des États-Unis le deviennent. Les États-Unis ne peuvent pas tout faire. S'ils veulent transformer cette position qu'ils semblent avoir entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, surtout après les récentes élections en Arménie et tout ce que cela implique, ça va leur demander du temps, de l'énergie, de l'argent et toutes sortes de ressources. Ils ne peuvent pas tout contrôler. Ils ne pourront même pas maîtriser les explosions que j'attends en Amérique latine et ailleurs, des mouvements qui leur seront hostiles. La Colombie, en Amérique latine, en est un exemple en ce moment. D'autres suivront, et rien ne dit qu'ils pourront faire à Cuba
ce qu'ils ne cessent de menacer de faire. Et ainsi de suite. Je ne peux pas prévoir, et je ne pense pas qu'eux non plus le puissent, où ils feront quoi. Mais ils ne peuvent pas tout faire. C'est ça qui commence à se comprendre. Vous savez, si l'Indonésie faisait dans le détroit de Malacca ce que l'Iran a fait dans le détroit d'Ormuz, posez-vous la question. Ou même, sans aller jusque-là, regardez les Houthis en mer Rouge, et il y en a d'autres. Que se passe-t-il si, en contournant l'Afrique, certains acteurs commencent à avoir des intérêts opposés, au point de forcer les navires à faire encore un autre détour? Les États-Unis, disons-le comme ça, le commerce international, depuis un siècle, a été très pratique pour le développement et le fonctionnement de l'Empire américain. Aujourd'hui, cet empire, confronté à difficulté après difficulté, estime qu'il faut se débarrasser du droit international et du commerce mondial. C'est exactement ce qu'il fait. Il bafoue la loi en Iran, dans l'affaire du bateau, dans tout ça. Très bien, mais le paradoxe, c'est que tout cela va maintenant se retourner contre lui. Parce que tout le monde se met à réfléchir à ce qu'il peut faire, lui aussi, en dehors de la loi. L'Iran a perturbé, vous savez, le transport maritime mondial. Il l'a fait là où il le pouvait. Mais en réalité, il ne fait qu'imiter les États-Unis, qui ont agi comme ils l'ont fait simplement parce qu'ils le pouvaient, en ignorant le droit international. Eh bien là, on ouvre une sacrée boîte de Pandore. Et tout ça va ressortir, et les autres vont commencer à faire la même chose. Quand? Justement, au moment où votre empire est moins capable qu'avant d'empêcher que ça arrive. Oui. Michael, concernant la visite de Donald Trump en Chine, on sait qu'il va s'y rendre le 14 mai. Il va aller en Chine. Comment tu vois sa position, ses cartes, en quelque sorte, parce qu'il adore parler de cartes. Quelles sont, selon toi, les cartes qu'il a en main en allant en Chine? Oui. Eh bien, pas beaucoup. Il espérait pouvoir contrôler le pétrole iranien et dire quelque chose comme « Bon, on va vous autoriser à vous approvisionner en pétrole auprès de l'OPEP, et peut-être même de l'Iran, mais en échange, vous allez devoir nous donner ce qu'on veut. Autrement dit, vous allez devoir lever vos restrictions à l'exportation sur les terres rares, le tungstène, l'aluminium, le gallium et tous les autres matériaux que vous ne nous vendez pas. » Et la Chine répondra « Vous avez été très clair. Si vous voulez ces produits, c'est parce qu'ils ont tous une utilisation militaire. Et vous, ainsi que les principaux membres du Congrès, vous répétez semaine après semaine que vous allez entrer en guerre militaire contre la Chine d'ici 2 ou 3 ans. Donc, vous nous demandez de faire 2 choses. Pour paraphraser Lénine, de vous vendre la corde avec laquelle vous allez nous pendre. Et nous ne voulons commercer que pour des raisons pacifiques. Alors, nous ne répondrons pas à votre menace, pas plus que l'Iran ne l'a fait. Nous avons certaines conditions. Et l'une d'elles, comme le président Xi l'a déjà clairement dit, c'est que le droit international doit être respecté dans tout cela. Vous les Américains, Monsieur Trump, vous avez essayé de nous bloquer l'accès au port du canal de Panama dans lequel nous avons investi. Et maintenant vous dites vouloir contrôler tous les ports d'Amérique latine au nom de votre doctrine des minerais de l'hémisphère occidental. Et nous avons investi beaucoup d'argent dans le port du Brésil, surtout parce que maintenant, nous allons lui acheter toute sa production de soja. Nous ne pensons pas que le Brésil essaiera de nous couper les vivres et de nous affamer, comme vous, les Américains, avez essayé de le faire dans les années 50. Alors bien sûr, nous développons des infrastructures portuaires. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas vraiment ce que vous avez fait, vous. Et vous, Donald Trump, vous avez dit à l'Europe qu'aucune entreprise ne pouvait exister sur son continent
si la Chine en détenait 51% ou plus. Eh bien, vous essayez de nous imposer ce double standard, et nous n'allons pas l'accepter. Nous voulons la paix dans le monde. Nous voulons un accord. La question c'est, imaginons qu'on parvienne à un accord entre nous. Parlons un peu de la façon dont on va pouvoir le faire respecter, cet accord. Il n'y a aucun pouvoir d'exécution du côté des Nations Unies. Elles n'ont pas de troupes pour le faire appliquer. Avant qu'il puisse y avoir un accord entre nous pour commencer à importer ou exporter vers vous les matières premières dont vous avez besoin, il va falloir établir les règles qui encadreront ce commerce. Et ces règles, à mon avis, devraient être celles de la Charte des Nations Unies. C'est le seul droit international que nous ayons. Mais vous, Donald Trump, vous dites que vous n'êtes pas soumis au droit international parce que, tout comme Israël suit la loi de Dieu, vous suivez la loi de Dieu en tant que pays choisi de l'Amérique, et donc que vous êtes au-dessus des lois. Comment peut-on passer un accord avec vous? Je sais bien que vous voudriez qu'on commence tout de suite à vous fournir ces matières premières dont vous avez besoin pour vos bombardiers militaires et pour votre industrie informatique, afin de créer un pouvoir de monopole sur l'intelligence artificielle, de prendre le contrôle d'Internet et de l'industrie informatique mondiale et de nous en exclure. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait des règles négociées et des règles d'application. Et il se peut qu'en réalité, on ne puisse pas conclure d'accord commercial de base, ni d'accord d'investissement fondamental. Il faut sans doute admettre que sans pouvoir conclure d'accord, tout ce qu'on peut faire, c'est éviter de se battre tout de suite. Éviter toute guerre. Et le grand conflit en ce moment, c'est que vous bloquez notre pétrole venant d'Iran. Il faut que vous arrêtiez ça. Si vous ne le faites pas, nous bombarderons. Et si vos navires essayent encore de pirater un autre pétrolier iranien, nous ferons sauter ce navire. Nous allons faire respecter le libre-échange que, selon le droit international, vous vous êtes engagé à soutenir quand vous en avez profité après 1945. Nous allons devoir agir comme les garants de la loi pour vous empêcher de la violer. Alors parlons-en, pendant que nous sommes réunis ici. Monsieur Trump, voyons comment nous pouvons vous éviter de commettre une infraction et, ce faisant, d'entraîner tout le monde occidental dans une dépression économique, en même temps que votre propre économie. Pendant ce temps, nous essaierons de sauver au moins l'Asie et autant que possible le Sud global des conséquences de vos actes. Je pense que ce serait une discussion intéressante à avoir entre le président Xi et M. Trump. Tu sais, Nima, si je peux me permettre d'intervenir. Depuis notre dernière rencontre, il y a une semaine, le gouvernement chinois a publié un document très important. Ce document, c'est une directive, une sorte de loi dans le système chinois. Une instruction adressée aux raffineurs de pétrole, leur disant qu'ils ne doivent pas se conformer aux sanctions américaines. En d'autres termes, et c'est nouveau, ils ne l'avaient jamais fait jusque-là. Jusqu'ici, ils contournaient un peu le problème, ils détournaient le regard. Les Américains, eux, ont appliqué ces sanctions de manière un peu désordonnée, sans grande rigueur. Tu vois, ils font beaucoup de bruit, mais ensuite ils hésitent à aller trop loin. Et puis, il y a 2 ou 3 semaines, Trump ou Bolton, ou un autre de ses clones, a déclaré non. Cette fois, on va vraiment faire appliquer les sanctions. Tu vois, dans ce petit bout de... Vous savez, quand ils bombardent une raffinerie de pétrole quelque part au fin fond de la Russie et qu'ils en attribuent le mérite à l'Ukraine, comme si quelqu'un pouvait vraiment croire que c'était eux, ou ignorer qui fait ça et comment. Eh bien, les Chinois ont été provoqués et ils ont réagi d'une manière qu'ils n'avaient encore jamais utilisée. Et c'est exactement ce dont parle Michael, parce que c'est un vrai défi lancé. Les États-Unis disent aux raffineurs de pétrole, « Si vous raffinez du pétrole iranien,
on vous sanctionnera de telle ou telle façon. Et le gouvernement chinois répond, si vous arrêtez de raffiner du pétrole iranien, c'est nous qui viendrons vous chercher. Du coup, le problème se retrouve entre les mains des raffineurs. Et ça, c'est une escalade de la situation. Il est désormais clair que le gouvernement chinois, et il n'y a aucune raison de penser autrement que ce que je vais dire, ne va pas permettre aux États-Unis de dicter au reste du monde avec qui faire affaire en Chine. Ils ne le feront pas. Et la réalité, c'est que, comme je l'ai déjà dit, si la Chine a une économie presque aussi grande que la nôtre, ce qui est le cas, et qu'elle croît 2 à 3 fois plus vite chaque année depuis une trentaine d'années, ce qu'elle a fait et continue de faire, alors on parle de très peu d'années avant que ce bras de fer ne devienne intenable. D'un côté, les États-Unis diront « on vous punira si vous le faites », et de l'autre, les Chinois répondront « on vous punira si vous ne le faites pas ». À ce moment-là, tout le monde finira par se tourner vers la Chine, parce que c'est elle qui pèsera le plus dans le jeu. Et si on en arrive là, cette stratégie deviendra tout simplement autodestructrice pour les États-Unis. On dirait que M. Trump va piquer une crise. Oui, il va encore faire sa crise, et ce sera un nouveau tournant, un peu comme la guerre en Iran, qui montre que l'Empire n'en est plus vraiment un. Il doit accepter son déclin, tout comme la Grande-Bretagne a fini par le faire au fil des 19e et 20e siècles en renonçant à son grand empire. On disait que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. Eh bien, il s'est couché. Et c'est exactement ce que les Américains doivent comprendre. Et je pense que le Moyen-Orient sera le premier terrain où cela se jouera. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pays qui traverse aujourd'hui les plus grandes difficultés, et c'est là une certaine ironie historique, c'est Israël. Parce que la tentative des Européens, à travers Israël, de recréer au XXIe siècle un colonialisme de peuplement viable dans cette région du monde est un projet impossible. Et l'impossibilité de tout ça va soudain devenir évidente, même pour M. Netanyahou et les autres. Qu'est-ce qu'ils vont faire si ce qu'on annonce commence à se réaliser? Et si les récents changements aux États-Unis sont un signe, permettez-moi de rappeler que, selon le sondage Gallup et d'autres, une majorité d'Américains penche désormais davantage du côté des Palestiniens que des Israéliens. Je crois qu'il y a eu récemment un grand groupe de membres du Congrès, bien plus nombreux qu'avant, ça reste un petit groupe, mais beaucoup plus important qu'autrefois, qui veulent arrêter les livraisons d'armes à Israël. Eh bien, tout est écrit noir sur blanc, comme on dit. Et si nous avons raison sur la direction que tout cela prend, les problèmes d'Israël vont devenir beaucoup, beaucoup plus difficiles. Et ça, c'est avant même de savoir. Juste une parenthèse. Ça fait 3 semaines que j'essaie, à titre personnel, de comprendre l'ampleur des dégâts causés à l'intérieur d'Israël par les missiles et les drones venus d'Iran. Impossible d'obtenir une réponse claire. L'information est limitée. D'une certaine façon, je tire mon chapeau. Les Israéliens ont trouvé comment dissimuler tout ça. Je ne peux pas dire si les dégâts sont énormes ou non. Même maintenant, on commence à apprendre que les dommages subis par les bases militaires américaines sont bien plus importants que ce qui avait été reconnu il y a à peine 1 ou 2 semaines. Mais rien de comparable, du moins à ma connaissance, n'a encore filtré sur ce qui s'est passé à l'intérieur d'Israël. Et on sait que, quels qu'aient été ces dégâts, importants ou non, ils doivent forcément influencer la réflexion stratégique en cours là-bas, en supposant qu'il y en ait une. Richard, je suis sûr que vous connaissez Ted Postol. Oui. J'ai parlé avec lui. Il a des contacts, il connaît du monde, des amis en Israël.
Ils lui ont dit que les dégâts sont énormes, vraiment énormes, qu'il y a eu des destructions considérables en Israël. Mais tout est censuré. Ils contrôlent les médias, tout. Ils ne veulent rien laisser sortir d'Israël. Oui, enfin, j'ai entendu ces histoires, mais malheureusement, j'ai entendu dire que les dégâts étaient très faibles, et d'autres fois qu'ils étaient très importants. Je ne sais pas quoi en penser. J'aimerais bien régler ça. C'est tout ce que j'ai à dire. That's all I have. Oui. Michael, tu veux ajouter quelque chose avant que je parte? Oui, je n'ai aucune confiance dans le fait que les États-Unis vont accepter de manière raisonnable que l'ère de l'Empire américain est terminée. Je pense qu'il y a encore ici un groupe de partisans du America First qui agitent le drapeau et qui vont simplement continuer tout droit en suivant une politique que nous avons qualifiée d'autodestructrice. Une politique qui ne fera qu'accélérer la fin de l'Empire américain, en l'isolant du reste du monde, en opposant ses intérêts à ceux du reste du monde, y compris à ceux de l'Europe. C'est la même chose en Israël. Je ne pense pas que Netanyahou va faire preuve de réalisme. Je m'attends à ce qu'Israël essaie de briser quel que soit l'accord en place, en attaquant de nouveau l'Iran. Et cette fois, l'Iran va vraiment réagir sérieusement, aller beaucoup plus loin, finir le travail, infliger à Israël des dégâts bien plus importants que la première fois pour tenter de régler définitivement la question. Donc je pense qu'avant qu'une dose de réalisme ne s'impose vraiment dans la politique américaine, on va assister à une dernière tentative désespérée, suicidaire, une sorte de fin de Troisième Reich pour attaquer encore. Et je ne vois nulle part, sur l'ensemble du spectre du Congrès, dans aucun des deux partis, la moindre trace de raison. Oui, merci beaucoup, Richard et Michael, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir et on se retrouve la semaine prochaine. Très bien. Passez une bonne semaine. Vous aussi.